Dans ce nouveau numéro de Pourquoi Buffy c'est génial. Voilà, numéro un peu plein de cascades, hein, parce que donc évidemment comme une fois tous les 6 mois nous avons changé de studio. C'est incroyable, hein, donc une nouvelle configuration. Alors le générique début on écoutait Hush, eh ben oui, un morceau qui s'appelle Hush, un morceau de rock'n'roll du groupe Kula Shaker. Et oui, et contrairement aux habitudes, c'est pas un morceau tiré de la BO de Buffy, mais bon, il y a un petit lien, c'est tiré de la BO de I Know What You Did Last Summer. Souviens-toi l'été dernier. Excellent film. Chef-d'œuvre avec Sarah Michelle Gellar. C'est pour ça qu'un petit clin d'œil, je voulais qu'on ouvre donc ce podcast qui sera consacré à Hush, hein, comme vous le savez sûrement, c'est le titre de l'épisode. Je voulais qu'on ouvre avec ça. Je suis donc Sartman, spécialiste sartois de Buffy contre les vampires. Je suis ce matin, parce que nous enregistrons le matin, nous sommes des fous. Merci le couvre-feu, merci Jean Castex. Nous enregistrons le matin. Je suis avec Riley. Comment ça va, Riley ? Ça va, j'ai beau être matinal, j'ai mal. Ça fait mal, ça fait très mal. Évidemment. Non, ça va bien. Sinon oui, le matin, bah écoute, on boit du café, on a des croissants et tout, on est bien reçus hein, dans ce nouveau studio. Et nous avons un invité, Riley, nous avons Clément. Comment ça va, Clément ? Salut les gars. Ça fait plaisir, vous êtes, vous avez changé de look. Oui, tout à fait. C'est dommage que les gens n'ont pas la vidéo, hein. Vous avez un look assez incroyable. Ça m'a pris 6 mois pour... Vous êtes magnifique, Clément. Vous éliminez la pièce de votre chatoyance. Ce qui s'est passé, c'est que moi j'étais en confinement et personne me dit que le confinement était fini. Donc j'étais chez moi depuis 11 mois. Et tout d'un coup, Riley me fait bah alors, qu'est-ce que tu fais, Clément ? Il n'y a plus confinement. Du coup, je suis sorti. Et je me suis. Et voilà. T'es pas mis au courant, faut suivre les actualités. Faut écouter Jean Castex. Je me suis coupé des infos, moi. Riley, le sommaire, de quoi on va parler aujourd'hui ? Alors, justement, on va commencer par faire des gros bisous, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de podcast, hein. Ça fait 6 mois peut-être. Bref. Ensuite, on va faire la rubrique actualité, c'est Big M en direct de l'Est, qui va nous parler de l'actualité autour de Buffy. Ensuite, on fera donc le commentaire audio de l'épisode Hush, ou un silence de mort en VF. L'épisode 10 de la saison 4. On parlera donc de communication, de body language, de sororité, de mise en scène, de comédie, de métaphores sexuelles, de porte. Et on va parler aussi de beaucoup de Riley. Ça fait plaisir. Il a un rôle très important dans cet épisode. Mais Riley, on l'aime. Voilà, merci. Rien à faire. Et ensuite... Ensuite, il y aura le 2e épisode de notre incroyable série audio, Reaper. Restez à l'écoute. Ça c'est cool. Et après on terminera comme d'hab avec des systèmes Buffy. Tu vas aimer ça. Ouais, un programme chargé, dis donc. Enfin, le même que d'habitude. Oui. Je vous rappelle le principe du podcast. On fait des commentaires audio d'un épisode de Buffy que nous regardons en direct pour mieux comprendre la série et l'apprécier à sa juste valeur. Le podcast est un peu partout sur les internets, mais si jamais il n'est pas sur votre appli de podcast préféré, vous nous le dites et on va y remédier. Il existe également en vidéo sur Dailymotion et YouTube. Et je vous rappelle le blog où il y a notre blog où il y a tous les liens. Pourquoi Buffy c'est génial.wordpress.com. Et vous pouvez également nous retrouver en passant par nos sites partenaires Buffy Angel Show et groupe13.fr. Tout de suite, les gros bisous. Timmy's down the bloody well, and if you make me miss it, I'll do what? Lick me to death. This is a time of celebration, so sit still and be quiet. Is everyone here very stoned? I love you, Xander. I'll never leave you. I'm the one who sleeps with you and feeds you, bathes you. Yeah. I see her and raise you a yeah. She bathed you? Nothing can defeat the penis. Gros bisous, les gros bisous iTunes. Riley, vous avez noté les gens qui nous ont mis 5 étoiles. Oui, alors il y a des gens qui formidables qui nous ont mis 5 étoiles. D'abord c'est Sérénade qui dit que c'est tellement kiffant, elle a l'impression de passer une soirée avec ses potes en train de parler de Buffy, donc ça fait extrêmement plaisir. C'est très cool.
Et ensuite, il y a le Drita qui nous a demandé à quand le prochain podcast. Effectivement, c'est aujourd'hui. C'est maintenant. Merci le Drita et c'est Sérénade. Des gros bisous. J'en profite également pour faire des gros bisous à Suzy qui fait sûrement son pilate en nous écoutant ce matin. C'est formidable. Bon, ce pilate. Gros bisous à Camille et Nathalie qui se sont aussi levés très tôt pour nous écouter. Gros bisous. Et enfin aussi gros bisous à Kairis qui a fait un bingo. Il y a un bingo. Il y a encore un bingo. Si c'est sur Twitter. Sur Twitter, sur le Discord. Effectivement, je l'ai pas mis sur le Facebook. Ah, j'ai hâte de le voir. Honte à moi. Ça vous oblige à venir sur le Discord. D'ailleurs, gros bisous aux gens du Discord. Ça fait plaisir. Rejoignez-nous. Ah ouais, donc on rigole bien. Il y a un bingo où Kairis anticipe, tente de savoir ce dont on va parler pendant le podcast. Et c'est souvent très juste. Et voilà, et si vous arrivez à cocher toutes les cases du bingo, vous dites bingo très très fort, et je vous enverrai un pot de rillettes dédicacé. Moi j'ai des gros bisous à faire à Victoria. Figurez-vous que c'est une auditrice américaine qui nous écoute depuis Brooklyn à New York. Vous vous rendez compte de ça, monsieur ? C'est un peu fou. Victoria donc apprend le français et c'est une fan de la série. Alors en toute logique, elle a écouté notre podcast. On lui fait elle apprend le français avec le podcast ? Elle apprenait déjà le français avant. Ah oui, parce que là c'est compliqué. Parce qu'on ne parle pas un très très bon français, hein, mais elle doit extrêmement bien comprendre le français vu qu'elle nous comprend. Donc qu'elle comprend Riley. Incroyable. Donc gros bisous à toi Victoria, gros bisous à Eolabé, ou Lab, je ne sais pas, qui nous a envoyé un super message Facebook et qui en remonte le moral. On est super fiers, on va continuer de donner plein d'infos incroyables. Gros bisous à Ellie qui a enchaîné tous les podcasts depuis le début et adore relever les références à Kaamelott. Je vais essayer d'en faire dans ce numéro du coup des références à Kaamelott, rien que pour toi. Oui, pour Ellie. Gros bisous à Shaker Maker, je crois qu'il est là sur le chat aujourd'hui, qui a fait du lobbying sur les réseaux sociaux pour expliquer à quel point Buffy c'est génial, donc merci, très bonne raison. Merci à toi, gros bisous. Et gros bisous aussi à Manono qui vient de découvrir le podcast. On a aussi des gros bisous à Marie, à Clem, à Jabba, à Clarisse et à Rin Momo qui nous inondent de commentaires sur le site. Excellent commentaire, Rin Momo. WordPress et ça fait bien plaisir. Tous les podcasts dans l'ordre de diffusion, ça fait plaisir. Elle a raison, ils ont raison. Je veux dire. Gros bisous également aux gens du chat qui sont là ce matin. Avec du café, comme vous. Merci d'être là, il y a plein de monde. Merci à vous. Clément, est-ce que vous avez des gros bisous ? Oui, moi j'ai un gros bisou à César qui nous invite à intégrer le label Bonus Tract. Alors Bonus Tract, ça regroupe plein de podcasts créés par des gens passionnés. Et donc il y a donc Pourquoi Buffy c'est génial, la JDR Academy d'O'Reilly, ainsi que mon podcast à moi, Viens, on fait des films. Donc je vous invite à suivre cette affaire qui est en train de germer et vous allez forcément écouter des trucs intéressants et cool. Tout de suite, la rubrique Actu. The world's gonna want to know about Buffy. You had sex with Giles? Does he mention the cheerleaders? Because we were on. Twice? Hey, Jonathan, over here. Quick photo, please. Shot. Another one. What's the prophecy? 5 people have died. In a car crash. Murder? What murder? You're not here about the review? God, doesn't anyone write in to praise the cheerleaders? Et donc oui, comme chaque semaine, évidemment, l'actu de Buffy, expliquée en quelques secondes, voire quelques minutes, quand il y a des infos sur Alison Hannigan, expliquée donc par Big M, le 4e membre de Pourquoi Buffy c'est génial, et c'est maintenant. Hey, salut les auditeurs, c'est Bibi, c'est Big M. Et ceci est la rubrique Actu de Pourquoi Buffy c'est génial. Et on attaque avec les nouvelles autour des acteurs. Sarah Michelle Gellar a fait la une du magazine Notebook dans lequel elle révèle entre autres que ses enfants se sont mis à regarder Buffy avec leur maman. Le film de Juliette Landau, autrement dit Drusilla, A Place Among the Dead, qui est un projet de longue date de la comédienne s'essayant à la réalisation, va enfin voir le jour via sa projection en avant-première à la New York Comic Con virtuelle le 29 octobre de cette année. Parmi de nombreux visages familiers touchant de près ou de loin au mythe du vampire, on pourra aussi y voir Joss Whedon et Harry Gruner, notre très cher maire de Sunnydale. Le créateur de notre série préférée, Joss Whedon, se retrouve actuellement en mauvaise posture. En effet, le Dee Snyder Cut du film Justice League est en préparation et Ray Fisher, qui incarne le personnage de Cyborg, a lancé des accusations contre le réalisateur, lui reprochant essentiellement un comportement
inacceptable lors du tournage du film. Il aurait aussi l'appui de Aquaman Jason Momoa. Ceci a mené à l'ouverture d'une enquête officielle de la part du studio Warner. Affaire à suivre. Dans le numéro précédent, je vous avais parlé du podcast de Michael Rosenbaum intitulé Inside of You, alors qu'il recevait la belle Julie Benz. Cette fois, c'est au tour de notre cher James Masters, aka Spike, de prendre la parole dans cette émission. À retrouver sur YouTube. Pour les amateurs de lecture, il y a aussi quelque chose à se mettre sous la dent. D'une part, le livre La nuit, je suis Buffy Summers de Chloé Delhomme, et avec la participation de l'incroyable Pacom Thielman, a été réédité et est désormais disponible à partir de 13€ sur votre plateforme préférée pour acheter des bouquins. Et d'autre part, les éditions La Taupe Médite présentent une revue consacrée aux littératures populaires et à la culture médiatique. Ça s'appelle Le Pardaillant, et son numéro 8, qui doit paraître très prochainement, traitera de Buffy, bien évidemment, et portera le titre Buffy, toutes les fables de ta vie. Vous aimez jouer ? Eh bien, du côté de Restoration Games, un nouveau petit jeu de plateau doit bientôt voir le jour. En fait, il s'agit d'un jeu de duel déjà existant du nom de Unmatched, mais qui se jouera pour l'édition en question avec les personnages de notre très chère série Buffy. Ce sera disponible aux Amériques pour une $50. Pour finir, parlons convention française sur le thème de Buffy. L'événement Back to Sunnydale, initialement prévu les 7 et 8 novembre 2020, a été repoussé pour des raisons évidentes. Les nouvelles dates sont les 22 et 23 mai 2021. Et bonne nouvelle, les 3 guests déjà annoncés jusque-là sont maintenus. Pour rappel, il s'agit de Elizabeth Ann Allen, qui avait interprété la sorcière Amy, l'incroyable scénariste David Greenwalt, ainsi que l'actrice Claire Kramer, qui était Glory. Et dès le 18 novembre sortira une nouvelle édition de l'intégrale de la série en DVD. Ça se trouvera dans une petite boîte rouge en forme de cube et vaudra moins de 50€. Voilà, au plaisir de vous retrouver très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. À vous les amis. Superbe rubrique actu, alors plein d'infos évidemment, vu que ça fait de nombreux mois qu'on n'avait pas enregistré de podcast, il y avait beaucoup à dire. Bravo Big M pour cette super rubrique. Est-ce que vous voulez rebondir sur des trucs, messieurs, le scandale Joss Whedon, le bouquin de Chloé Delhomme, et bah sur le chat, ça parle du bouquin de Chloé Delhomme, les gens ont envie de le lire. Et spoiler, on en parlera une prochaine fois. On en parlera une prochaine fois. On en parlera une fois. Attention, on en parlera très bientôt. Il y a un coffret aussi, un nouveau coffret DVD, ça m'intrigue beaucoup, la petite dernière news. Tout à fait. Qui est très fraîche apparemment. Hâte de voir ça. Mais bon, on va passer à l'épisode du jour peut-être. Je sens que vous avez on parlera du scandale Joss Whedon plus tard, je pense, dans le podcast. C'est parti, parlons de Hush alors. L'épisode du jour, alors c'est parti, voici le jingle de l'épisode du jour. I'm Cowboy Guy. The Dark Lord of Nightmare. Ooh, gang, did you hear that? A bonus day of Class Plus Cordelia, mixing a little rectal surgery, and it's my best day ever. Stop touching my magic bone. What do we do if it doesn't work? Kill us both, Spock. I swear, one of these times you're gonna wake up in a coma. Wake up in a... Oh, never mind. Aujourd'hui, gros morceau, nous allons parler de Hush. Depuis le temps qu'on l'attend celui-là. Épisode 10 de la saison 4, Un silence de mort, le titre français. Il a été diffusé pour la première fois le 14 décembre 1999. Épisode écrit et réalisé par Joss Whedon lui-même. Riley, est-ce que vous avez un petit pitch ? Alors oui, bien sûr, j'ai préparé un petit pitch. Non, je prends juste le jus de pomme. Okay. D'accord, j'ai eu peur qu'il allait me frapper. Alors, le pitch. Vachement bien. Super. Super. Oui, quand t'as, ce moment-là. Là, donc, je m'attendais pas à ce que tu dises ça dans le pitch. Ouais, voilà, exactement. Voilà. Bah c'est bon. Du coup, on peut y aller. Quoi? Bah. Alors. Oui, bon, sinon il y a des. Non, mais c'était très bien. C'était un excellent. Voilà. Non, c'était très bien. Vous allez voir. Bref, on peut rajouter 2-3 bricoles à ce pitch extraordinaire. Je crois que c'est le meilleur de ta carrière. Oui, j'ai beaucoup bossé celui en plus. Donc le concept de l'épisode, Joss l'a expliqué lui-même. Il voulait utiliser les codes du conte de fées pour évoquer les limites de la communication.
Parce que comme vous le savez probablement tous, c'est un épisode donc, qui va être en grande partie muet, où les gens vont perdre l'usage de la parole, et cet épisode explore en quoi le langage physique, corporel, autre qu'en tout cas que la parole, on peut avoir ses avantages sur la communication avec des mots et une voix. Alors plein de petites infos qu'on n'aurait pas le temps de vous donner pendant l'épisode, qu'on va vous donner avant. Notamment, c'est le seul épisode de la série à avoir été nommé pour un Emmy Awards du meilleur scénario. La série a été nominée pour d'autres catégories, genre cette année-là, Michael Gershman, le chef-op, avait été aussi nominé. Il y a eu des nominations pour le maquillage ou pour la musique à d'autres époques, mais ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'on trouve c'est plein la seule pour le scénar, quoi. C'est la seule, non, mais c'est la seule pour un épisode en particulier. D'accord. C'est ce que j'ai cru comprendre, c'est assez compliqué. On trouve plein d'infos différentes au niveau des Emmy sur les internets, mais a priori, toutes les autres nominations étaient pour l'ensemble du travail de la personne sur la série. Nommé en même temps que Soprano et West Wing. C'est ça, c'est qu'il y avait du gros niveau cette année-là. Il y avait 2 épisodes de The West Wing, un épisode de Soprano, et c'est l'épisode, donc j'ai noté même Excelsis Deo, donc de la série d'Aaron Sorkin, qui avait gagné l'Emmy cette année-là. Aaron Sorkin, encore lui. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Que oui, selon James Masters, Joss avait eu l'idée de cet épisode de muet pour sortir de la routine, parce que tout le monde lui disait que ta série elle est bien, les dialogues sont bons et tout, et en réaction à ça, il disait vous allez voir, je vais aussi faire un épisode bien sans parole. Mais ça, c'est James Masters qui l'a dit, c'est pas des propos de Joss lui-même. Il y a plein de gens qui connaissent cet épisode mais qui n'ont pas vu la série ou qui se souviennent uniquement de cet épisode. Concept génial. Joss, bien joué. Et ben oui, quelques chiffres. Donc il n'y a seulement que 17 minutes de dialogue en tout sur les 44 minutes d'épisode. L'épisode a été vu par 6,6 millions de personnes lors de sa première diffusion. C'était le plus gros score de la saison. Et là, je vais vous parler des références un petit peu. Qu'est-ce qui a donné l'idée à Joss de faire un épisode de muet? Lui-même l'a cité, un épisode de la série Space, Above and Beyond, qu'on connaît chez nous sur le titre de Space 2063. L'épisode... si, mais ça passait, je crois, sur ce... Si, je vois ce que c'est. Moi, je parlais de la traduction. Oui, pourquoi pareil. L'épisode s'appelle s'appelle Who Monitors the Birds, et c'est un épisode qui date du 7 janvier 96, donc vous voyez presque 4 ans avant Hush. Et dans cet épisode complètement fou que j'ai vu, que je vous invite à voir, qui est très intéressant, il y a très peu de dialogue, il y en a encore moins que dans Hush. Okay. C'est un épisode en gros, c'est un militaire qui est sur une planète extraterrestre et qui est tout seul, et donc qui est en mode infiltration, donc il ne parle à personne. Il est tout seul, c'est pour ça qu'il n'y a pas de dialogue. Et il y a des petits flashbacks à plusieurs moments de l'épisode, et c'est dans ces flashbacks qu'on a un peu de dialogue, mais on en a très peu. Et alors, ça n'a rien à voir avec Buffy, parce que avec Hush, parce que dans cet épisode de Space and Beyond, Space Above and Beyond, il y a surtout beaucoup d'action. Il n'y a aucune tentative de créer de la communication avec autre chose que du texte. Contrairement à, vous allez voir, toute la mise en scène et tout le concept qui est génial de Hush, qui veut créer du dialogue sans dialogue. Donc c'est pas la même démarche, mais c'est un épisode très intéressant, et je vous invite à le voir si ça vous dit. Il a aussi, Joss a dit qu'il avait aussi eu l'idée de Hush, enfin de l'intrigue de Hush, en se rappelant d'un opéra de Giancarlo Menotti intitulé Help the Globalinks. Ça, c'est tu as vu aussi du coup? J'ai vu, j'ai beaucoup bossé pour ce podcast. C'est pour ça qu'on a mis tant de temps à faire le... C'est ça. Ouais, parce que Help the Globalinks, pareil, c'est visible sur les internets. Ça, c'est une anecdote que j'ai trouvée dans le bouquin de Amy Pascal, la biographie de Joss Whedon. Et donc il explique, Joss, qu'en voyant cet opéra, déjà il a eu très peur, et qu'on voit plein de petites références à Hush, et c'est les Globalinks, c'est des extraterrestres qui arrivent sur Terre, et que quand ils touchent un être humain, l'être humain en question perd l'usage de la parole. Et ils ne peuvent être combattus que par de la musique. Alors, pas du chant, mais de la musique. Ah oui, c'est un opéra, du coup, c'est malin. Et non, mais c'est sympa comme tout. Et il y a notamment une petite fille qui joue du violon, qui se retrouve seule à un moment donné face au Globalin. Enfin, on voit plein de parallèles qu'on peut faire avec cet épisode de Buffy. Ça se passe en Angleterre, il y a des gens en tweed. Ça va vous plaire si vous aimez Giles. Est-ce qu'on a d'autres choses à raconter avant de passer aux commentaires? On a très envie de... Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Bah oui, café, croissant.
On est bon. Jus de pomme. Est-ce que chez vous, vous avez du croissant, vous avez du café et des jus de pomme? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez mis l'épisode? Parce que moi je vais le charger. Attention, alors, la taupe va pas tarder à arriver. Sartman Il va prend dire les commandes taupe, de la machine. et quand il dit taupe, l'épisode commence. Alors tenez-vous prêts, tenez-vous prêtes. Il y a donc 54 pages de conducteur. Il y a à peu près ça. Je bois un peu de jus. Et c'est l'intro. Hein, donc on finit vers 16h. Hein. On va avoir 1000 trucs à dire, les gars. Ouais. Oui, non, mais on garde pour la conclusion. Et comme d'hab, on n'aura pas le temps de tout dire. Voilà. Donc gardons des choses pour la conclusion. On commence à connaître le bordel. Chez vous, allons-y. Munissez-vous de votre souris, de votre télécommande. 3, 2, 1. Attention, c'est bientôt le taupe. Taupe. Et c'est parti. La taupe est ça partie. commence maintenant. Buffy. Bref, on vous dit toujours que le thème de l'épisode commence est donné dès le premier acte. Là, Joss il nous mâche carrément le travail. Le thème de l'épisode, et figurez-vous, est donné dès la toute première réplique, dès la première seconde de l'épisode. So this is what it is. We're talking about communication. C'est presque décevant. Il nous mâche le travail. Sauf que c'est plus complexe que ça. La réplique est donc donnée par Walsh à Buffy. Et Buffy, on voit qu'elle, c'est déjà trop tard. Mais dans les tout premiers plans, elle regarde Riley quand elle dit ça. Quand Walsh lui parle, elle écoute déjà plus. Et Walsh après continue en disant we're talking about language, not the same thing. On va parler de langage qui n'est pas la même chose que la communication. Voilà, tout est dit. On sait de quoi ça va parler. Et voilà, en 3 secondes, voilà, on a compris déjà la scène est un petit peu bizarre, hein. Buffy s'allonge devant toute la classe. Ça n'a aucun sens. C'est progressivement de plus en plus bizarre. C'est bien fait. L'anecdote, c'est que donc Joss voulait beaucoup de monde dans l'amphi, donc plein de gens, il y a des figurants, mais il y a aussi plein de gens de la production de la série, et notamment comment il s'appelle, Andy Hallett, qu'on peut découvrir, qui était assistant de production à l'époque et qui jouera Lorne dans la série Angel. Donc il y a un rapprochement physique entre Riley et Buffy, rapprochement qui à ce moment de la série n'a pas encore eu lieu, hein, malgré une alchimie, une attirance réelle entre les deux personnages. Il faut que la maman de Riley lui donne l'ordre de faire un bisou à Riley, hein, pour qu'il se lâche. Et donc vous le savez, vous avez vu l'épisode, c'est un rêve. Donc même Buffy dans son inconscient a compris que Riley était un gentil garçon qui ne fera preuve d'aucune initiative, qui a besoin que sa maman lui dise de faire les choses. C'est dommage qu'il fasse partie de l'initiative du coup. Tout à fait. Vraiment dommage. Je trouve très dur avec Riley quand même, Sartman. Une réplique importante. Don't worry if I kiss you, I'll make the sun go down. Si t'inquiète pas, si je t'embrasse, le soleil se couchera. Il a très lumière beau. s'éteint du coup. C'est une super réplique. C'est une super réplique. Et oui. Et ça peut être interprété par plein de choses différentes. Déjà, ça peut être interprété comme l'état d'esprit de Buffy à l'époque, qui enchaîne quand même les relations compliquées avec des garçons, et qui se dit s'il y a du rapprochement physique avec un garçon, ça va foutre. Ça va mal se passer. Rappelez-vous Parker, l'autre en saison 3 là, dont on se rappelle plus, Angel, tout ça. Donc voilà, elle a peut-être peur de passer à l'étape supérieure avec un garçon. Et on a aussi le syndrome de la tueuse, qui se dit que dès qu'elle sera peut-être détournée de sa mission de tueuse par une aventure charnelle, des gens vont peut-être mourir, les ténèbres vont envahir c'est la ce ville. qui se passe un peu à la fin du rêve, du coup, qui se transforme en film d'horreur, quoi, avec la petite fille qui fait une comptine donc sur les gentlemen, et le flash sur le jumpscare sur la tête du gentleman. Et voilà, parce que donc à la fin du rêve, il y avait une petite fille. Alors j'ai toute une interprétation sur la petite fille à vous faire, je vous en parlerai en conclusion, parce que là c'est priorité au direct. Le Buffy s'est réveillé dans la vraie vie, donc tout ça n'était qu'un rêve. Fin de l'épisode. Et tout de suite, donc là, pendant que les deux jeunes femmes avec Willow et Riley déambulent dans les couloirs, encore cette thématique, je vous l'ai dit, du langage qui dénature le message, ça va revenir tout le temps, dans tous les plans, dans toutes les scènes. Là, Buffy essaye de comprendre son rêve, mais n'y arrive pas, parce que les symboles du rêve utilisés par les rêves ont dénaturé le message qu'il y a sous le rêve. Plus tard, quand ils vont être dehors, Buffy et Riley, le langage aussi vient mettre le bazar dans la relation qui pourrait sembler idyllique entre les deux. Ils vont Buffy va parler de patrouille et va s'en mêler les pinceaux en parlant de pétroléum, tout ça. Lui, Riley va cacher son histoire de... Ouais, il se ment ouvertement à l'un d'autre.
d'autres et leur corps qui nous demande qu'à s'emboîter, hein, on sent bien, n'y arrive pas à cause du langage, parce que le langage, le langage vient mettre le bazar. Mais oui, ils n'ont pas besoin de parler, hein, Riley. Et là, ils vont être. Oui, c'est ce que lui dira son pote, hein, arrête de parler, embrasse-la. Ah oui. Et là d'ailleurs, effectivement, elle attend un baiser, mais ils sont bloqués. Mais regarde, le cerveau, sûrement en route. Voilà, c'est ça. Et de quelle copie tu parles? De quoi tu parles? Tu t'es grillé ou tu dis de la merde, Riley? Quelle est la vérité? Dis-nous. À ce moment-là de la série, ouais, à ce moment-là. Là, oui, en fait, je me dis, maman n'est pas d'accord, il faut que j'aille. Il faut que je rentre à la maison pour lui demander l'autorisation de sortir avec Buffy. Ah là là. Je me souviens plus très bien de cette époque, parce que j'étais jeune et beau. Tu prenais beaucoup de cocaïne aussi, je crois. Hein. Bah oui, c'est pour ça que je suis réveillé là. Ah oui, d'ailleurs, si vous en avez. Bref, allez. Donc on va arriver au générique début et j'en profite, bon ça n'a rien avec le générique début, mais non mais Joss dit dans les commentaires que les séquences de rêve sont ce qu'il préfère filmer dans une série, au cinéma, tout le temps. Parce qu'elles possèdent leur propre logique politique interne. On y reviendra beaucoup dans un prochain épisode, un jour, en saison 4, il y a un petit épisode qui parle un petit peu de rêve. On vous en parlera. Les séquences de rêve dans Camelot sont également très intéressantes. Ça y est, j'ai fait ma dans Lost aussi. Asti a tout copié à Joss Whedon. Et d'ailleurs dans Soprano aussi, dont on parlait tout à l'heure. Ah ouais. Des rêves qui bousculent vachement la série. Et aussi un épisode fait entièrement de rêves. Tout à fait. Soprano. Très bonne série. C'était bien. Même si là, quand même, on comprend quand même. Enfin, Buffy. Je trouve que Buffy et Riley dans cette scène, on comprend l'enjeu. Enfin, se pose des questions, c'est pourtant clair. Oui. C'est pourtant clair. Non, mais oui, mais sauf qu'il est gentleman, on a vu, c'est un rêve prémonitoire. C'est ça, quand même, c'est le rêve, c'est à basculer. Mais là, il y a un plan assez incroyable qui commence. Là, c'est un plan séquence d'1 minute qui se passe chez Tonton Jace. Vous allez voir, c'est une leçon de mise en scène. On commence avec une conversation téléphonique entre Jace et la tueuse. Ça peut paraître assez badin, mais c'est justement pour nous montrer que ce genre de choses, le simple fait de s'appeler par téléphone, va devenir un problème. Va devenir un problème quand les habitants de Sunnydale vont perdre l'usage de la parole. On se souviendra que là c'était facile de communiquer et quand ils pourront plus le faire, ça sera plus dur. Donc on pense que Jace est tout seul chez lui et là bim apparaît Spike dans un cadre dans le cadre qui squatte. Voilà, une entrée de chant dans ce plan et dans un mouvement très lent. Enfin c'est magnifique et on découvre que Spike est le coloc de Jace complètement. Il est même encapsulé dans le cadre, il fait partie complètement de cet appartement et vous voyez la caméra qui était sur Jace au début maintenant suit Spike uniquement. Et Spike a pris le premier plan. Il est en plein cadre maintenant. Savashi, exactement. Il envahit complètement l'espace de Giles. Comme il envahit son appartement. Voilà. C'est la mise en scène qui nous explique que Spike fait partie, même a pris possession des lieux. Et qui fait partie du Scooby Gang d'une façon ou d'une autre. Il prend sa place au sein du Scooby Gang. Et remet Jace au second plan de son propre appartement. Parce que dans la fin de ce plan séquence magnifique, Jace est flou et au second plan et caché. Plan séquence Joss Whedon, comme d'hab, à chaque fois qu'il fait un épisode, il y a des plans séquences. Il aime beaucoup les plans longs, mais les plans longs avec du mouvement pour travailler justement les différents cadres et la mise en scène. Il préparait Avengers déjà. Le mec qui faisait son brouillon. Dialogue rapide entre Anya et Xander qui eux aussi ne se comprennent pas évidemment. C'est la communication dans le couple de l'épisode. Exactement, Xander n'arrive pas à exprimer ce qu'il ressent pour Anya par des mots et ça chagrine un peu l'ex-démon. Et c'est grâce plus tard donc à la perte de ce langage que Xander réussira à s'exprimer totalement. On parle de Orgasm Friends. Ouais, c'est un mot, un terme que j'aimerais beaucoup qu'on applique. Usité, qu'on arrête de dire petit copain, petite copine, qu'on dise pote d'orgasme, c'est beaucoup plus sympa. Whedon, il explique, donc toujours pour ces trucs de communication, il dit que quand vous arrêtez de parler, c'est là que vous commencez à communiquer. Voilà, il explique que dans l'acte 1, dans le premier acte, la parole ne va véhiculer que des mensonges, que des discours vains et de l'hypocrisie, de la lâcheté. Ce n'est que quand ils n'auront plus la parole qu'ils pourront parler. Et là, justement, Xander, Anya se chamaillent, il y a un brouhaha pas possible et Jace n'arrive pas à se concentrer. Les bavardages empêchent Jace de faire ses recherches. Les mots sont le méchant de la scène. Une scène de comédie géniale, ça allait dans tous les sens, le montage, les répliques de chacun, ils étaient tous très bons. En termes de mise en scène, c'est très bien parce que ça fuse effectivement, c'est le brouhaha, mais ça s'articule super bien avec harmonie, quoi. C'est vachement bien écrit, bien fait.
On a un changement d'ambiance, là on arrive à la réunion Wicca de Willow, avec Willow qui à la recherche de son mois de sorcière, donc se dit tiens je vais aller au groupe Wicca de la fac. Mauvaise idée. Et elle est un peu déçue parce que les nanas sont complètement à côté de la plaque. Elle va rencontrer Tara, tu rigoles. Sont beaucoup plus hippies que sorcières. Les gens qui parlent mais qui... Oui, ça arrive. Oui, c'est ça, exactement. Et sauf qu'on va avoir l'apparition d'un personnage et d'une actrice qu'on aime beaucoup, Amber Benson, dans le rôle de Tara. Qu'on adore, depuis qu'on a aperçu, voilà. Et on découvre tout de suite le personnage parfait pour cet épisode, personnage qui n'est pas du tout à l'aise avec les mots, avec le fait de s'exprimer avec des mots en public. Et on imagine qu'elle sera beaucoup plus à l'aise quand il n'y aura plus de paroles. Plus de paroles. Maybe we could... Yeah. Tara? Guys, quiet. Do you have a suggestion? Okay, let's... Là, les sorcières, donc, elles sont pas du tout sur la même longueur d'onde que Willow. Pareil, gros problème de communication ou de compréhension de chacun, en tout cas. Et justement, elles font des gâteaux. Tara et Willow n'ont pas eu besoin de mots pour se comprendre. Il y a eu un échange de regards qui dit déjà tout. Et Willow s'en plaint à son amie Buffy. Elle dit all talk, bla bla. Willow trouve que donc ce groupe de paroles Wicca est nul. Et c'est toujours la même idée. Elle dit qu'elle a besoin de quelque chose de réel, something real. Pour Willow, la parole, ce n'est pas réel. Voilà, c'est tout ce que... Encore, c'est la même idée. On va le redire plein de fois, mais voilà. Joss Whedon, en très bon élève, a voulu que chaque scène répète la même idée en permanence dans cet épisode, avec des personnages différents, des intrigues différentes, mais voilà, c'est toujours le même. Des angles un peu différents toujours sur le même thème, quoi. Voilà. Il traite son thème, ouais, carrément. Et avec, voilà, on vous l'a dit, il y a eu un plan séquence super. Là, il va y avoir un point de montage assez génial. Donc, les deux amis sont en train de parler de la relation Buffy et Riley qui n'avance pas, qui est en train de caler. Buffy dit I start babbling, he start blabbling, it's a blubberfest. Ils n'arrivent pas à parler, ils bégayent l'un l'autre, ça. Et elle dit qu'elle aimerait bien être elle-même avec Riley, en gros. Et là, bim, c'est Forrest qui lui répond. On change de scène et Forrest et... Comme s'ils avaient eu le même dialogue que Buffy et Willow avant. En parallèle, chacun il parle de la même chose. Exactement. Les quatre étudiants sont tous les quatre en train de parler de la même chose. La conversation se prolonge, la conversation Buffy-Willow se prolonge à l'initiative entre les deux garçons. C'est magnifique. Les dialogues entre Forrest et Riley, là, ils sont super drôles. C'est vraiment un coup de génie de Joss Whedon de se priver des dialogues quand même, parce qu'il est très très fort. Et là on a petit truc, on a eu l'ascenseur, un petit truc pareil, comme le téléphone, on a vu que Riley avec sa voix a déclenché l'ascenseur. Pareil, c'est une petite info qui est donnée comme ça à la va-vite et dont on se rappellera quand l'ascenseur ne pourra plus fonctionner, quand Riley aura perdu sa voix. C'est une construction un petit peu de film catastrophe où on te montre plein de choses qui fonctionnent très bien dans un premier acte et dès qu'il y a la galère, tous ces trucs là que tu connais, que tu as compris ne fonctionnent plus et ça va plus du tout. Mais priorité au direct, Spike est en coloc avec Xander. Et Xander qui ne prend aucun risque l'a attaché à un fauteuil. Ouais. Moi, ça m'a toujours un peu étonné que Spike se fasse attacher facilement comme ça, mais bon, top. Il peut plus frapper les humains, il peut plus se défendre. La dernière réplique de Xander, c'est quand même shut up. Voilà, shut up. On arrive gentiment au côté méta de la fin du premier acte. Il demande à Spike de se la fermer avant de s'endormir et il va se réveiller sans voix et plus personne. Voilà. Xander va déclencher par son invocation la perte de voix de tout le monde. Arrivée de Olivia. Fina Orouche, que pareil on connaît très bien, que vous avez rencontré Riley et Clément. Interviewé avec Big M également. Tout à fait, à la CloudScon, elle apparaît dans la saison 4 un peu de nulle part, elle en parle dans notre interview, et elle fait partie un peu de l'arc de la nouvelle vie de Tonton Giles qui essaye de changer depuis qu'il est plus observateur. Et puis, très important, son fils joue à Everton, le club de foot en Premier League. Voilà. Moi je suis plus Liverpool. Ouais, c'est comme ça. Bref, je vous invite à aller écouter l'interview en podcast et sur la chaîne de Big M en intégralité. Et Fina a eu le bon rôle de donner pareil une réplique formidable, ultra méta aussi de la dernière réplique de ce premier acte et la dernière réplique avant très très longtemps. Elle arrive chez Tonton Giles, ils commencent à s'embrasser et elle lui dit "That's enough small talk, don't you think?"
Assez de badinage, de bavardage, voilà. de petits. Passons aux choses sérieuses, en gros. Et donc elle parle de sexe, hein, évidemment. Mais Joss, lui, parle de son concept, de son tour de force stylistique. Voilà, maintenant je vous ai présenté un peu le concept. Maintenant, alors on passe aux choses sérieuses. Fin de l'acte 1, la menace. Je vais enlever la parole et je vais vous montrer ma virtuosité de réalisateur et de scénariste. Superbe réplique. Et donc oui, les gentlemen apparaissent. Ce super maquillage, ce super concept de monstre, c'est absolument génial. Du classique, à la fin de l'acte 1, le méchant apparaît. Et quel méchant est découvert. Et avec ce sourire là, tellement cool. C'est génial. Une des meilleures fins d'acte 1 de toute la série, je pense. Là où tu sens vraiment le. Enfin, t'es bien amené, t'es pris la dedans. tête du monstre. Et début d'acte 2, aucune musique pour l'instant, aucun bruit. Donc personne ne parle. Donc Buffy et Willow se réveillent. Buffy passe à la salle de bain. Il n'y a vraiment aucun bruit. Vous allez voir, la musique va commencer uniquement quand les personnages vont vouloir parler. Et là, la note d'attention est très claire. La musique va servir de voix aux personnages qui n'en ont plus. Vous allez voir, là, il n'y a toujours pas de musique. Et c'est vraiment quand les deux jeunes femmes, quand Buffy et Willow vont se rendre compte qu'elles ne peuvent pas parler, que la musique démarre. Musique de Christophe Beck, évidemment. À qui on rendra jamais assez hommage. Alors, il paraît que les scènes ont été tournées avec les vraies voix. Mais c'est ça, sinon il faudrait qu'elles surjouent un peu pour. Bien sûr. C'est ça, ils ont juste pas mis le son en fait. Bah je sais pas, c'est ce qu'on nous dit sur internet et que si on met très très fort le son, on peut entendre des bruits. On va le faire tout de suite. On va pas. Bah non. J'y crois. J'ai gardé le son du coup. Bah ouais, j'y crois moyen. Moi. Ouais, c'est bizarre. Par contre, qu'ils aient tourné peut-être avec le son, c'est possible parce qu'il faut quand même sinon vachement accentuer la. C'est la panique aussi chez Xander qui donc a dit shut up avant de dormir et qui se réveille sans voix. Et là il se tourne vers lui. C'est toi qui as fait ça, c'est sûr. Il est sûr. C'est très bâtard de vampire. Alors que non, hein, là les double fuck. Les deux doigts, le signe des deux doigts là. Eh ben c'est le F de fuck. C'est un doigt d'honneur hein, en anglais. Whedon dans les commentaires audio de l'épisode s'étonne que la chaîne ait laissé passer ça parce qu'apparemment c'est seulement chez les Britanniques qu'on sait que c'est. Et du coup c'est pour détourner la censure d'une certaine façon, ouais. Voilà. Bah oui, en tout cas c'est passé. Lui c'est le premier à étonner. Bien joué Joss. Le téléphone, comme vous l'avez dit, le téléphone fonctionne pas. Toujours pas. Alors que Xander, voilà, c'était son premier réflexe, appeler sa pote Buffy, mais non, ça ne marche pas. Et comme on l'a dit, la musique sert de voix aux personnages et illustre leur état d'esprit. Cette musique était désorientée chez Buffy et Willow, super inquiète chez Xander, et là elle est devenue musclée et martiale hein, chez Riley. Avant, là dans l'ascenseur, vous allez voir, elle va illustrer le danger de mort imminent. Quand là tout de suite voilà le coup de la voix quand Riley n'arrive plus à se faire identifier dans l'ascenseur. Voilà, la musique souligne l'état d'esprit des personnages, je vous l'ai dit. Là, il y a un gag très très con, ça me fait beaucoup rire. Il écrit Common, Forest. Là, Forest derrière pour l'encourager. Pour l'encourager, ouais, c'est n'importe quoi. Mais c'est très drôle. C'est très bien. Et on peut noter aussi que chez les militaires, voilà, ça s'agite, ça part dans tous les sens, ça stresse et tout, alors que le Scooby Gang, ils s'assoient et ils réfléchissent. Moi, ça m'a pas. J'ai trouvé ça pas anodin. Après, bon, le gros peut-être. Peut-être c'est une façon aussi de se moquer. Il y a le dernier plan de la scène sur le panneau, voilà, qui dit qu'il faut prendre des escaliers. C'est un peu, ça se moque du protocole absurde de l'armée aussi d'une certaine façon. Je suis pas sûr que Joss il aime trop les militaires. En tout cas, il leur donne un décor. Il se moque beaucoup d'eux. Ouais. Tara, elle est au milieu des étudiants dépressifs et comme on l'avait anticipé, elle a pas l'air au bout de sa vie, hein, voilà, et souvent elle se met en action. Les autres sont tous immobiles, regardez, il y en a aucun qui bouge, ils savent pas quoi faire, comment on va faire et tout. Et on voit que c'est une nana à part hein, qui quitte d'ailleurs les étudiants déprimés. Elle compte pas rester immobile à subir les événements. Là, on a une ambiance très post-apo à Sunnydale. Ouais. Les deux Buffy et Willow qui déambulent dans la rue principale. Donc, vous connaissez l'anecdote, ça fait partie des studios de la production.
C'est un peu caricatural quand même. Moi j'aime bien. Ça fait 2 heures et tout le monde est à fond. Mais faut qu'il montre que c'est dans toute la ville, ok. Oui, mais là, il y a c'est carrément pour ça, mais c'est bien. Enfin, tu vois, il y a le prêtre, il y a un businessman, si je me souviens bien, qui est par terre avec son attaché-caisse, qui peut plus faire d'affaires parce qu'il peut plus parler, il peut plus baratiner. Je trouve ça très intéressant. Et ça nous rappelle. Le panneau aussi très ouais, bon. Ça nous rappelle beaucoup les heures du confinement. Hein. Ça, c'est notre auditrice Maureen qui m'avait rappelé ça. Quand regardez Hush pendant le confinement, ça nous évoque pas mal de choses parce que c'était un peu comme ça les rues en avril dernier. Avec des gens qui vendaient des masques. Oui, des gens qui vendaient pas des petites ardoises mais des masques. Les gens qui se précipitaient sur les rayons alcool pour papier toilette. Et papier toilette. Et alcool aussi. Enfin, dans les deux sens. C'était très bon parce qu'elle regarde Buffy Willow regarde le mec qui vend les panneaux en se moquant de lui, mais le suivant elles ont quand même acheté les panneaux parce que c'est très pratique. Comme les masques. Bah oui, parce que les petits malins de capitalistes ont bien compris. Et ça, donc Joss lui n'avait pas connu cette histoire de Covid et de masques. Ce vendeur d'ardoises, lui, il a écrit ça en faisant référence au vendeur de drapeaux américains le 11 septembre 2001. Il disait que les tours étaient même pas encore tombés, qu'il y avait déjà des vendeurs de drapeaux. Les t-shirts, je suis. Après Charlie Hebdo aussi, il y a des mecs qui ont vendu des. Et là, du coup, ça parle de confinement encore donc dans Buffy. C'est terrible, hein, c'est tous les jours, tout le temps. Ouais, cette scène, donc il regarde la télé, donc on entend quelqu'un parler. Figurez-vous que c'est un vrai journaliste, Carlos Amezcua. Il présente les infos matinales sur la chaîne KTLA, qui est une filiale de la Fox. C'est pour ça qu'ils ont un petit partenariat. Et surtout sur la mise en scène, c'est important. Vous voyez qu'il y a des plans sur Anya et Xander qui sont l'un à côté de l'autre. Ils se touchent pas vraiment, ils arrivent pas vraiment à vivre cette épreuve ensemble, mais ils vont y arriver plus tard. Du côté du couple Giles-Olivia, c'est encore pire. Olivia, elle est de son côté en train de picoler. On sent qu'ils vont avoir encore plus de mal à surmonter cette épreuve. Pendant ce temps-là, l'initiative, c'est un robot qui y est, ouais. Puis, en fait, ils sont assis, ils réfléchissent. Ça me fait mentir ce que je disais tout à l'heure. Et autre anecdote sur la scène précédente, Joss raconte un truc super dans les commentaires audio, c'est que c'est la première scène de groupe qu'ils ont tournée, la première scène muette qu'ils ont tournée. Et il a dit que la première prise, tout le monde a fait la scène en 12 secondes, ça allait très très vite, que les comédiens avaient mis du temps à s'habituer à ne pas parler. Et à ne pas se caler sur les dialogues, ce genre de choses. Parce que les comédiens ont besoin de ça. Et je me rappelle, c'est un truc que disaient aussi beaucoup Jean Dujardin et Bérénice Bejo à l'époque du film The Artist. Jouer du muet, c'est vraiment une autre mécanique, presque un autre métier, quoi. C'est là où c'est caricatural. Ce plan où on déambule dans la rue, où il y a des espèces de zombies qui marchent comme ça, c'est pas parce que t'as perdu ta voix que tu marches comme un zombie. Là, il y a du feu dans un tonneau. Et qu'il y a du feu pour montrer que la société s'écroule. Non, c'est juste des gens qui parlent plus. Moi, ça me rappelle, c'est une anecdote. À une époque, je travaillais pour un site internet et un jour, internet est tombé en rade. Et il y a plus internet. J'ai ouvert la porte. Moi, j'étais dans un petit bureau et j'ouvre la porte sur l'open space et les gens étaient vraiment debout, en train de se regarder. Et c'était ça. Et on s'est tous dit, mais les gars, c'est pas la fin du monde. Et 2 heures après, internet, mais il y avait un peu de ce côté. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? La Buffy et Riley se sont retrouvés et comme ils ne peuvent pas se parler, enfin ils peuvent se faire un bisou, voilà. C'est ça qu'il leur fallait peut-être. Ne pas parler. Il est mignon là, Riley. Faut arrêter de se moquer de lui. Mais Riley, on l'aime bien. On l'aime bien. Il est un peu teubé, mais on l'aime bien, c'est tout. Non, il est pas mal. Et comme annoncé dans la séquence de rêve de l'ouverture de l'épisode, Riley et Buffy s'embrassent et les ténèbres, l'obscurité vont arriver. Un plan sur la maison phallique des gentlemen. Évidemment, c'est des obsédés sexuels. Pas du tout. Les gentlemen volent en plus. Ils se refusent. Et là, il y a toute leur gestuelle, on va voir. Enfin, c'est ça, oui. Ils sont polis entre eux et tout ça. On peut en parler 2 minutes sur ces monstres extrêmement bien pensés. Parce qu'ils ils ne marchent pas, ils flottent. Et ils sont accompagnés de 2 espèces d'esclaves. Tu vas en parler plus précisément, Sartman, je pense. Mais l'imagerie est incroyablement bien construite. Quoi. Enfin, on s'en rappelle de ces monstres. Leur look, ils ont en costard-cravate. Voilà, tu vas entrer dans l'analyse. Peut-être. Les références, de toute façon on trouve ça sur internet. Doug Petrie, donc le scénariste producteur de la série, parle des Gentlemen en disant qu'ils sont inspirés des frères Grimm. Il y a Joss qui parlait de Nosferatu, de Pinhead, de l'univers de Tim Burton. Il voulait aussi un mix avec Monsieur Burns, donc le méchant capitaliste des Simpsons. En gros c'est ça, les Gentlemen sont là pour incarner, ils voulaient des mecs très, très, très bien sapés, un peu victoriens, époque victorienne. En gros c'est le patriarcat, c'est des hommes blancs, vieux,
très sveltes, qui ne font rien et qui ne touchent à rien eux-mêmes, qui s'invitent chez les autres, qui font faire leur basse besogne et qui prennent. Ouais, exactement, qui font faire leur basse besogne par des esclaves un peu teubés et qui ont des camisoles, donc qui sont complètement soumis, exactement. Donc c'est ça un peu les références. Là, vous avez le plan le plus flippant de toute l'histoire de la série, je crois. Ouais. Le plan est génial. Apparaît à la fenêtre devant Olivia. Et donc ouais, les comédiens, parlons des comédiens, il y a deux, alors il y a plusieurs gentlemen, mais il y a les deux principaux qu'on voit assez régulièrement, un grand et un petit. Le grand, c'est Duke Jones. Donc tous les comédiens ont été choisis parce qu'ils étaient des mimes aussi, pour avoir cette gestuelle particulière. Là, détail, on aperçoit les engins à roulettes sur lesquels ils roulaient, sur lesquels les gens roulaient. Ils roulent pas. Donc Duke Jones joue, et le petit à côté est interprété par Camden Toy, qu'on retrouvera dans la série, qui jouera notamment le Niarl et un Turok. Ah non, le Niarl qui est un méchant en saison 7, un super méchant. Et anecdote de tournage, il paraît que les maquillages et les costumes faisaient tellement peur aux gens de l'équipe qu'ils avaient... et que personne voulait manger avec eux. À la cantine, ils étaient tout seuls. Il y avait que Mark Lucas apparemment qui Riley, bien sûr, qui traînait un peu avec eux, sinon tout le monde avait peur, avait peur d'eux. Ça sent l'anecdote à l'atmosphère. Cette scène, priorité au direct, cette scène de meurtre est horrible. Hein. Et ouais, et c'est tellement longtemps en plus. Et c'est une analogie du viol. Pareil, ça a été analysé par Rhonda Wilcox, spécialiste des Buffy Studies. Donc c'est cette scène où le jeune garçon est attaché, incapable de crier au secours, comme dans un viol, quand la victime... est tétanisé par la peur. Là c'est ça, les gentlemen ont pénétré dans sa chambre, l'obligent à être sur le lit et vont faire pénétrer leur dégoûtant scalpel dans son corps. C'est un peu ignoble. Arracher le cœur. Hein, j'avais pas vu cette métaphore, mais en tout cas la scène est bien flippante. Et pour cette scène, Joss lui s'est inspiré d'un cauchemar qu'il faisait et il voulait absolument des plans en contre-plongée. Ouais, du point de vue de la victime en fait. Exactement, du point de vue de la victime, ce qui a obligé la production à fabriquer des plafonds. Vous savez que normalement dans les studios on fait pas les plafonds, parce que dans les plafonds, à la place des plafonds, on met les éclairages. Donc là, il pouvait se le permettre, vu que c'est le chef de la série, de dire bah non, là, pour cette scène là vous allez foutez-moi un plafond. Je veux un plafond. Joss a demandé un plafond. Voilà, les gentlemen récoltent des cœurs humains. Voilà, et ils s'applaudissent avec gestes très smart, très délicats. Très bon. C'est vraiment des méchants atypiques, comment dire. Ils sont vraiment incroyables. Et ils font tout le charme de cet épisode en plus du concept. C'est des méchants singuliers. Bah, c'est des méchants dont on se rappelle. J'ai même lu sur internet que le parc Universal, lors d'une soirée Halloween ou d'un week-end Halloween, avait ressorti les costumes et les maquillages des gentlemen pour effrayer les spectateurs. Il y a toujours dans ces séries des méchants de la semaine, il y en a toujours un ou deux qui sont marquants. Les anges dans Doctor Who qui sont... Enfin bref. C'est vrai. Ils ont inspiré le fameux Slenderman, voilà. Une anecdote inintéressante, mais je le dis quand même. Là il y a un enchaînement de plusieurs petites scènes et où la musique est très très importante. Il n'y a pas trop de choses à lire autre que la musique qui va entraîner toute l'action. Donc on avait Buffy qui découvre la scène de crime et ça finit sur Giles qui se dit ah, j'ai trouvé d'où viennent les gentlemen, et qui s'est fini sur la couverture du bouquin Fairy Tales avec un travelling avant qui nous indique que la solution est là. Ouais, il montait aussi de la musique, mais la priorité direct, on arrive à une scène cultissime de la série. On est déjà en retard. Voilà, c'est la scène de présentation. Giles normalement présente au Scooby Gang le méchant de la semaine. C'est des scènes qu'on a dans la bibliothèque généralement, mais là c'est pas une présentation, ça va être une représentation. On est au spectacle. On a vu Xander a fermé les rideaux, Giles a déplié l'écran. Il se met devant eux, ils sont dans l'amphi comme des spectateurs. Avec une musique dont tu vas parler, j'imagine. Et ouais, on écoute la danse macabre de Camille Saint-Cest, musique dont je vous reparlerai dans mon système Buffy, tu vas aimer ça. Mais voilà, tout est chorégraphié. Voilà, on est vraiment au spectacle. Et on continue avec les incompréhensions liées au langage, quand même. Xander, il croit qu'il parle des seins. Quand Willow, voilà.
Quand Willow montre son cœur, Xander pense qu'elle parle qu'il parle des boobs. Quand Buffy va mimer un plantage de pieux, tout le monde va penser à un acte sexuel. Enfin voilà, il y a un plan culte d'ailleurs. Sarah Michelle Gellar qui fait ce geste, c'est devenu un peu culte. C'est un gif de qualité. C'est un gif. Et vous allez voir, alors là, il a rendu cette scène. J'anticipe. Sans aucun dialogue et tout, c'est génial. Bah, on l'a vu, je vous rappelais, au marathon Buffy à la Cinémathèque. Tout à fait. À l'époque où on pouvait sortir et voir des trucs en groupe. Et la salle était morte de rire. La salle était explosée de rire, c'était un super moment. Voilà, donc c'est ça la scène de masturbation, enfin le plan qui prête à confusion. Et ce plan est génial sur Jace. Même lui a compris ça. Parce que tous les plans dans cette scène, à chaque plan, voilà, les personnages bougent un petit peu, ont un mouvement de sourcil, un mouvement de tête, un mouvement de regard. Et là, le plan de réaction de Jace à cet acte étrange de Buffy, c'est le seul plan où il est immobile. C'est pour marquer l'incompréhension de Jace. J'adore ce plan. Les plans de réaction sont souvent les plus drôles dans les comédies, et là, ça se vérifie encore. Oui. Puis là, la présentation, on l'a pas dit, mais Jace il montre des dessins. Enfin, c'est super bien pensé, quoi. Alors que, effectivement, comme tu le disais au début, c'est une scène classique de Buffy sur la présentation du monstre. Et des dessins enfantins et gore en même temps, quoi. Voilà, il la détourne, Joss, avec des dessins un peu dans le genre du monstre, du Greuharg de la fin. Oui, d'ailleurs, je me suis demandé si Ah oui. Alors, c'est une musique qu'on peut entendre, la danse macabre, on peut l'entendre dans Evil Dead 2. Bim, référence Evil Dead, ça y est, c'est fait. Merci, bonsoir. Et il paraît que cette histoire de Buffy qui se plaint d'être dessinée avec des hanches trop larges, ce serait une improvisation de Sarah Michelle Gellar sur le plateau. Quelle comédienne, quand même. Elle est incroyable. Non, mais c'est super bien mis en scène tout ça. L'initiative se prépare, eux aussi, évidemment. C'est ce qu'on n'a pas dit aussi depuis le début de l'épisode. Il y a un travail très important qui est fait pour mettre Buffy et Riley face à face, pour les mettre à égalité même. Ils font chacun la même chose. C'est ça, et puis on va les voir en parallèle dans cette situation jusqu'à ce qu'ils se rencontrent. Oui. Il y a eu une réunion de crise chez Jace avec le Scooby Gang. Juste après, on avait cette scène à l'initiative avec la voix synthétique de l'ordinateur. Là, on vient de voir Buffy qui chasse. En patrouille, elle se déplace, alors ça c'est intéressant, elle se déplace de la droite vers la gauche du cadre, et dans le plan dans le plan suivant, Riley fait la même chose mais dans l'autre sens, et ces deux plans mis côte à côte, on sait très bien que ça veut dire qu'ils vont finir par se rencontrer, pareil. Mais tout est pensé dans cette mise en scène, il est fort ce Joss. Autour de Tara qui s'en mêle, qui elle aussi va partir en patrouille. Bah ouais, comme on l'a dit, Tara ne se laisse pas faire, et elle devient un personnage important Enfin, moins de l'épisode, alors que c'était pas forcément évident. Non, parce que c'est un personnage qui arrive de rien. Donc, elle nous est présentée comme Willow au début, c'est-à-dire timide, introverti, enfin pour le coup. Exactement, là on a une scène classique qu'on a souvent dans Buffy ou dans le cinéma d'horreur, où une jeune femme, la nuit, seule, se retrouve pourchassée par des vilains monstres. Et souvent, elle va se retrouver en danger très très vite. Et c'est vrai que souvent, c'est Willow dans la série qui se retrouve mise en danger. Joss aimait bien répéter qu'il aimait bien mettre en danger Willow, sauf que là Tara va s'en sortir avec quelque chose de très important, avec la sororité. Elle va s'en sortir pas par la violence, mais en s'attachant, en s'aidant, en s'épaulant d'une autre jeune femme. Et les jeunes femmes, on va y revenir plus tard avec d'autres scènes dans l'épisode, mais les deux jeunes femmes en s'entraidant vont réussir à être plus fortes que ces vilains monstres très masculins et très musclés. Donc là il y a un truc génial aussi, Tara qui tape à la porte. Il y a au niveau montage en fait avec, moi j'adore les portes Ouais, on sait bien. Et il y a Willow qui va se réveiller juste après et on pense que c'est la porte de Willow, mais pas du tout. Et en fait non. Ça joue sur nos attentes. Et là pour le coup il flotte littéralement, c'était avant les FX en Bah là ils sont attachés à des câbles en fait. Oui bien sûr, mais je trouve que c'est bien foutu quoi. Enfin, alors alors, effectivement, donc pour cet effet de flottage des gentlemen, donc soit on voyait pas le bas de leur corps et donc là ils étaient sur des machines à roulettes, soit on voit le haut de leur corps et là il y avait des câbles qui ensuite étaient effacés numériquement, image par image. Voilà, mais bon, si on regarde un petit peu, on arrive à voir les endroits où c'est effacé. C'était aussi quand même, c'était 99, je le rappelle, c'était pas la grande époque des FX, c'était la télé. C'est pas grave. Mais bon, ça, la virtuosité de la musique et des plans lents font que ça passe. Et bim, Riley qui casse des gueules là, bim. Caroline nous dit sur le chat que les fusils de l'initiative sont un peu cheap. C'est vrai que ça ressemble à pas grand chose.
Le coup de la porte là que tu évoquais, Riley, qui va pas tarder à arriver, où on pense que Tara est en train de frapper à la porte de Willow comme par hasard. Ouais. Et quand elle va ouvrir, c'est pas ça. Et ben ça, pareil, c'est une référence. Joss alors, a inventé plein de choses, mais assume aussi de faire hommage à ses prédécesseurs. Et voilà, elle ouvre la porte et c'est. Il y a un gentleman à l'intérieur. Avec un cœur dans la main, c'est dégueulasse. Ouais, donc Joss, il s'est inspiré des Griffes de la Nuit de Wes Craven, donc, dans lequel il y a cet effet-là. Et aussi du Silence des Agneaux. Moi, je me rappelle bien de cet effet dans le Silence des Agneaux. Quand tous les flics arrivent à la maison du serial killer et qu'en fait, c'est pas la bonne. Mais voilà, il le dit clairement, il assume ses références, Joss. Toujours s'inspirer des meilleurs. Et pendant ça là, Tara et Willow se sont percutés et sont tombés toutes les deux par terre. Donc alors même si Joss s'en défend, que Tara n'a pas été introduite dans la série tout de suite comme une amoureuse potentielle de Willow, cette rencontre entre les deux jeunes femmes, elle fonctionne comme une rencontre amoureuse. Sauf que la priorité au direct. Face à face, Riley Buffy, qui se rendent compte, qu'est-ce que tu fais ? Et ça termine comme le plan final de l'épisode d'ailleurs. Tout à fait. Face à face, en se braquant. Un peu la John Woo, quoi. Voilà, là pareil, il le dit, ça référençait John Woo, le génial réalisateur hongkongais. Donc parce que là, ils se braquent, ils sont face à face, mais aussi armés chacun. C'est vrai. Arbalète. C'est-à-dire comme ils sont vraiment finalement. Et là, ils se battent chacun de leur côté en plus. C'est leur vraie identité. Voilà, donc ça va beaucoup trop vite. Donc oui, j'avais pas fini de dire. Tara et Willow, elles tombent l'une sur l'autre comme on tombe amoureux. Voilà, bon, ça c'était la petite c'est beau. Clin d'œil qui fonctionne. Et donc oui, Riley se rend compte que Buffy est plus forte que lui. C'est un truc qui va pas encaisser. Ah là, il va être traumatisé à partir de ce plan et il est traumatisé pour toute la série. Là, on a une scène qui est superbe donc on est chez Giles et donc c'est la scène qui va boucler l'intrigue Anya-Xander. Vous vous rappelez, Anya qui reprochait à Xander de ne pas exprimer assez ses sentiments envers elle. Elle avait l'impression d'être qu'une pote d'orgasme, voilà. Comment on dit, une fuck friends. Quiproquo, Spike se penche sur Anya et là aussi, Xander croit qu'il est en train de la mordre. La mise en scène est très bien faite. Ouais. C'est l'image classique du vampire. La tête de Spike au moment où il se fait percuter par Xander, elle est géniale. Il comprend que mais non, c'est pas moi. Cette scène est superbe. Ouais, et ça va résoudre une fois de plus le conflit le problème de compréhension entre Anya et Xander, qui exprime enfin ses vrais sentiments. Bah oui, c'est en la sachant en danger que finalement il se rend compte qu'il tient vraiment à elle. Regarde Xander qui pour s'excuser, c'est génial. Et Anya qui va lui faire le geste. Bien, allez, hop, on y va. C'est pour la bague au doigt on va se marier et là ils partent se marier, si j'ai bien compris. Le sexe avant le mariage c'est interdit. Ah bah évidemment c'est interdit, c'est démoniaque. C'est reparti. C'est reparti. Elles sont poursuivies par des gros débiles là. Alors voilà, on a dit Buffy c'était une série féministe. Bon, là que les deux jeunes femmes aillent s'enfermer dans une laverie. Bon, le message féministe pas du tout. C'est toi qui vas trop loin. On le sait, Joss Whedon sur Twitter, on le sait, c'est un faux féministe. Voilà. C'est dit sur internet. Donc les femmes à la cuisine et à la laverie, c'est ça, c'est son discours. Mais pas du tout. Il le prouve là, désolé. Il le prouve en effet. Et voilà, donc Willow essaye de bouger le distributeur de boissons. Par ses seuls pouvoirs, et voilà. Après, je me permets d'être un petit peu critique. Moi, je trouve que cette scène est mal faite parce que ça prend trop de temps. On voit le truc arriver à 800%, à 800 km. Oui, mais ça fait monter la tension sexuelle. Regarde-moi ça, ce plan là. Oui, mais justement, qui s'entremêlent. Ce plan mériterait d'être plus effectivement lent, mais toute la scène, je trouve, prend trop de temps alors qu'on attend. Allez, mais bouge là, cette mais non, et quand elles le font, c'est génial. Regarde, oui, elles le font, bien sûr, mais. Je me permets juste de dire que j'ai pas aimé cette scène, c'est tout. C'est très mais bon, c'est la première rencontre entre les deux. Donc et c'est la même machine à distributeur de boissons que dans le lycée de Sunnydale. Donc ce ils ont recyclé quand même. A réussi à survivre à l'explosion du lycée. C'est la même compagnie de Sunnydale. Et du coup, on en a fait des cas sur ce rapprochement physique Willow-Tara. Et comme j'ai dit, au moment du tournage de cet épisode, il n'avait pas prévu ça. C'était pas prévu que Willow et Tara deviennent un couple. Mais voilà, pareil que la rencontre par percussion, ça fonctionne pareil en mode romantique. Donc pendant ça là, comme on l'a dit, Buffy et Riley se battent mais chacun de leur côté. Alors on peut y voir un truc genre un acte manqué où Buffy sait qu'elle n'a pas besoin d'aider Riley pour s'en sortir, ou même peut-être s'en fout déjà de Riley et préfère sa mission à Riley. L'explication aussi plus prosaïque, plus liée à la production, c'est que Joss il avait pas de place pour tourner. C'est pas qu'il avait pas de place, c'est qu'il dit qu'il voulait pas mêler Buffy et Riley dans les mêmes plans pour pas être après embêté au montage. Bah oui.
parce que vous le voyez dans ces scènes de baston, Ils sont chacun jamais ensemble en fait. voilà, chacun fait son truc, ils sont séparés, à un moment donné la Riley vient secourir un peu Buffy, enfin il avait besoin que les deux personnages aient leur propre chemin de bagarre, et donc c'est aussi pour ça qu'il a pas voulu les lier dans la bagarre, alors que ça aurait été un beau message aussi que ces deux personnages qui n'arrivent pas à s'embrasser, qui n'arrivent pas à communiquer, réussissent à se battre ensemble. Ouais, ça c'est pour plus tard. Ils le gardent pour plus tard, voilà. Parce que on va voir à la fin de l'épisode, même avec la parole, enfin quand la parole revient, ils savent toujours pas se parler, donc ils ont un problème. En général de communication. Alors que pour le physique ça marche super bien, on l'a vu quand on a évoqué l'épisode la maison. de la maison. Ils se battent ensemble, ils se battent et après ils finissent au lit ensemble dans un même plan quasi, ça marche bien. Le problème se trompe de boîte, ça c'est excellent. Le problème de communication refait surface, Buffy désigne la boîte à casser à Riley et Riley casse un bocal à la place. Et pourtant il était content de lui. Les voix vont revenir, voilà. C'est excellent. Là ce plan est super. Buffy qui hurle. Ouais. Travelling avant et hop, travelling arrière avec sa voix qui s'en va. Alors c'est là aussi la mise en scène nous le montre. Et bon là c'est aussi totalement sexuel, hein. On va pas se mentir. Non. Buffy entourée d'hommes qui explosent. Après son cri orgasmique. Bon. Non, David Dupont sur le chat dit que l'analyse va trop loin et je suis assez d'accord avec lui. On va jamais trop loin, je comprends pas pourquoi tu dis ça. Ouais. Moi ça me faisait penser à Grendel, le monstre. C'est déjà fini l'épisode, c'est un truc de fou. Le monstre dans Beowulf qui craint le son, hein, tout simplement, Grendel, oui. Et je pensais que c'était une référence à ça. Il y a aussi Mars Attacks, la fin de Mars Attacks, où c'est une chanson qui fait exploser la tête des. Ils explosent au son de la musique. C'est possible, c'est un mélange de plein de références. Ah oui, Joss nous dit aussi dans les commentaires audio que je croyais que là sur le chat. Le cri de Buffy n'est pas celui de Sarah Michelle Gellar, elle a été doublée pour ce cri incroyable. Donc Tara et Willow se retrouvent dans le hall de la fac. Maintenant communiquent enfin, c'est les premiers mots qu'échangent les deux jeunes femmes. Et on découvre que elles arrivent s'entendent bien direct, parfaitement à discuter l'une avec l'autre, que Tara connaît un peu la sorcellerie et qu'elle lui dit tu es spécial. Enfin Willow dit I'm definitely nothing special et Tara lui répond no you are, tu es spécial. Une affirmation donc lourde de sens vu qu'on vient d'apprendre que Tara s'y connaissait en magie. Et là tu commences à te dire qu'il se passe quelque chose entre les deux personnages. Et ça c'est cool. So would you say this was your best visit ever? All the time you used to talk to me about witchcraft and darkness and the like, I just thought you were being pretentious. Oh, I was. Jace et Vivienne se sont menti un peu, c'est ça, hein, eux-mêmes se sont cachés des choses. Toujours cette histoire de communication qui ne fonctionne pas. Ça va pas marcher entre eux, je pense. Parce qu'on comprend que Jace racontait déjà à Olivia qu'il combattait des monstres et tout. Mais elle le croyait pas. Mais Olivia le croyait pas, quoi, c'est formidable. Et donc ouais, ça pue avec pour le coup. Petite blague sur Pink Floyd très drôle de Jace. Et voilà, qui faisait partie de Pink Floyd. Ils sont chacun dans leur plan, alors qu'au départ ils étaient un plan sur tous les deux. Et là, encore une excellente scène pour finir. Riley qui vient voir Buffy pour lui dire il faut qu'on parle. Ouais, une phrase qui amorce une rupture en général. Hein. Là, c'est ça qui. C'est ça qui est. Oui, pas forcément, mais. Je pense que quand on découvre l'épisode, on peut se demander s'ils vont pas rompre. Ils sont même pas ensemble. Non, mais bien sûr, mais il faut qu'on parle. Ils sont face à face et là un silence. Ok pour corroborer avec le thème de l'épisode, j'entends, mais ça fait quand même discussion sérieuse, grave. Et encore une fois, c'est bien foutu, c'est subtil. Voilà, il faut enfin être honnête. C'est une fin en apothéose. Hein. C'est la fin idéale pour cet épisode dans lequel les gens ont été privés de la parole. Buffy et Riley se retrouvent une nouvelle fois face à face, mais là pas de monstre à buter ou pas de problème de corde vocale. Ils ont un gros souci de double mensonge à régler et rien. Aucun des deux n'arrive à parler. Comme s'ils avaient rien appris. C'est extraordinaire. Ils sont en face à face comme tout à l'heure avec les armes. Et pourtant tellement éloignés finalement. Excellent épisode. Et Joss, donc perfectionniste jusqu'au bout, regrette d'avoir fini l'épisode sur un plan large. Parce que selon lui, le plan large annonce la fin au spectateur. Alors que s'il avait fini dans une coupe comme ça, sur un plan serré et bim, mettre le carton comme final. Il a pu faire des fois. Ouais. Voilà, il pense que la fin aurait été un peu plus surprenante. Voilà. On lui en veut pas, c'est un épisode déjà très incroyable. Très incroyable, ça sera l'adjectif. Il est très épuisant, hein, ça va vite. Ça va vite, on n'a pas dit évidemment tout ce qu'on voulait dire. Conclusion ? Allez, il y a un jingle pour la conclusion, il y a tout. Passons à la conclusion, c'est parti.
My God. It's a sombrero. And it's on your head. Can you believe the Watchers Council let this guy go? Hey, did everybody see that guy just turn to dust? What kind of a monster is he? Crazy freak, vapid whore. Everybody, Giles has a TV. He's shallow like us. Alors conclusion, plein de choses à dire messieurs en conclusion, épisode riche. On a réussi quand même à être assez sérieux pendant ces commentaires, on a réussi à dire pas mal de choses. À croire que c'est parce qu'on enregistre le matin. Peut-être on est plus affûté le matin, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que... Conclusion. Allez, oui, je me lance. J'ai 45 pages de conclusion. Je vais me lancer. À l'image de ce qu'il fera donc avec Once More with Feeling, Joss Whedon utilise un épisode concept. Pour pas juste pour être concept, pour être un épisode aussi charnière de la saison. Hein, vous avez vu, Buffy et Riley donc apprennent leurs secrets respectifs. Willow rencontre Tara, Xander et Anya se mettent officiellement en couple sérieux. C'est important aussi de faire de cet épisode pas seulement un épisode concept, mais aussi un épisode charnière. Je vais vous parler aussi du bouquin de Philo-série, vous savez, le bouquin du colloque dont on a parlé déjà. Dont on a déjà parlé, le colloque où il y avait plein de philosophes qui parlaient de la série. Et donc dans l'article de Jocelyn Benoît, donc dans son article sur Buffy, il dit que, alors c'est fait avec plein de mots compliqués mais c'est intéressant, il dit ce ne sera ni gai ni facile, ce n'est pas que par le cri Buffy soit devenue sincère au sens du mythe, d'une sincérité absolue, d'un discours absolument vrai, sans parler de Riley qui n'en paraît guère capable et n'a pas connu l'épreuve de la surpassivité rédemptrice, mais n'en a été que l'adjuvant extérieur et dépassé. C'est que, dans l'assujettissement extrême, la confrontation avec la mort est pire que la mort. L'enfant qu'elle était et est, elle est devenue sujet de parole décelée dans sa fragilité. Donc tout ça parce qu'il explique en fait que la petite fille qu'on voit dans le rêve au début, cette petite fille, c'est Buffy, c'est l'image de Buffy, de la blonde, Buffy confrontée à son cadeau. Ouais, et au code du conte de fées. D'accord. La petite fille prisonnière du conte de fées, donc qui se libère des monstres de conte de fées en criant et en leur faisant exploser la tête. Donc ça, il disait ça. Page 150 et page 127, il dit aussi un truc bien, il dit à la fin de l'épisode, tous les mensonges n'auront pas été surmontés, cependant, les personnages ne seront plus alors seulement en situation de parler, mais bel et bien de se parler. C'est bien trouvé comme petite formule. Et j'avais un autre truc à dire en conclusion, que je vous suggère de ne surtout pas aller écouter les commentaires audio faits par Nick Brandon de cet épisode. On trouve ça sur Facebook, mais non, faut pas aller voir la vidéo, hein, c'est pas bien du tout. Faut pas l'encourager. Nick a eu la très mauvaise idée de faire des commentaires audio. Récemment là, enfin c'était il y a quelques années quand même, 2 ans je pense. Il était déjà en petite forme. Il était déjà un peu ravagé par des substances illégales. Donc il est dans une chambre d'hôtel, il a un bonnet, il a des marionnettes très très étranges et il se lance dans un live Facebook en regardant Hush. Il y a un truc rigolo, c'est qu'il fait une version chantée du générique de Buffy. Ça c'est un peu drôle, mais sinon il a l'air complètement à l'ouest, il passe son temps à demander en quelle année c'était, qu'est-ce qui se passe. Il se souvient même pas de l'épisode en le regardant en fait. Et au bout de 12 minutes d'un ennui très profond, il y a des gens qui commencent à poser des questions, c'est comme si c'était un live Facebook, il y a une interactivité. Et là il réussit à être encore moins intéressant qu'au début. Il dit n'importe quoi, enfin c'est... N'allez surtout pas voir. Il nous copie, il fait des commentaires audio. Ah oui, par contre il respecte les codes, il fait 3, 2, 1 taupe. Ah oui, d'accord. Il parle de Evil Dead et tout. Ouais, mais nul, en étant allongé dans un plumard. Alors que nous, on fait ça bien quand même. On a des croissants, on a du café, on est assis. On est en direct, c'est parfait. Mais voilà, on aime beaucoup Xander, mais Nick Brandon file un mauvais coton. Messieurs, est-ce que vous aviez des choses à ajouter en conclusion ? Eh bien, écoute, t'as dit vachement de trucs, on a dit vachement de trucs dans ce podcast. Si, un petit truc que je voulais ajouter, c'est que traditionnellement dans les comics, il y a de temps en temps des mois muets, en fait, c'est-à-dire que toutes les séries d'un éditeur n'ont pas de dialogue par exemple. Il n'y a que des dessins. Et peut-être que Joss aussi s'est inspiré Peut-être bien. Son inspiration vient de là pour cet épisode et c'est souvent des épisodes, enfin souvent, quand c'est bien fait, c'est souvent des épisodes charnières aussi, comme ici,
où on apprend des choses. Je pense aux épisodes de Joss Whedon, mais aussi à ceux de Grant Morrison sur les X-Men. Voilà. Peut-être qu'il faut aller chercher par là-bas. Sinon, épisode génial, hein, comme d'habitude, je n'ai pas. Comme d'habitude avec Joss. Joss est souvent responsable d'épisodes assez géniaux. C'est vrai. Et celui-là, évidemment, en fait partie. Moi, je voudrais juste insister sur le concept en fait du muet. On l'a dit plein de fois, hein, Buffy est une série qui essaie des choses, qui expérimente plein de styles de narration, et ça fait partie des forces de cette série. Et cet épisode donc marque complètement les consciences. Évidemment, ces gentlemen qui sont ces monstres sadiques qui flottent. Ouais. Je trouve que c'est une imagerie mais super forte, et voire même réellement terrifiante en fait. Je pense qu'ils ont dû en traumatiser plus d'un ou plus d'une. Et la réalisation de cet épisode est fluide, bien maîtrisée. Les dialogues sont superbes. Le peu de dialogue sont super. Donc voilà, merci Joss pour cet épisode qui, encore en 2020, reste une référence citée partout. Quand les gens ne connaissent pas bien Buffy, on voit ça dans la presse, quand des journalistes expliquent ce qu'est Buffy, il y a toujours cet épisode qui est cité parce que c'est un épisode horrifique et muet. C'est donc, même un des préférés faudrait voir si c'est le mieux noté de toute la série, tu vois, selon. En tout cas, il doit faire partie du top 3 avec The Body. C'est absolument certain. C'est bon pour Hush. Je pense. Est-ce qu'on a dit des choses? Est-ce qu'on a dit oublié des trucs? Est-ce qu'on a dit que c'était assez génial comme épisode? C'est complètement génial. Alors après cet épisode donc qui a marqué l'histoire de la série télé, on va passer à une fiction audio qui va marquer l'histoire de la fiction audio. Marquera l'histoire de la fiction audio. Riley. Vous nous en dites deux mots? C'est le deuxième épisode de la série Reaper. Alors oui, on s'est lancé dans une série audio sur le passé de Tonton Giles dans les années 70 en Angleterre. Qu'est-ce qui lui arrive? Comment il a découvert la magie? Qui étaient ses amis de l'époque? On va l'écouter tout de suite, deuxième épisode. Génial, je crois qu'il dure 7 minutes, tu vois. Alors il s'est passé quoi dans le premier épisode, rappelez-nous? Premier épisode, on a découvert donc Giles, Phil et Ethan qui ont appris l'existence de la magie via un bouquin avec une chanteuse qui s'appelle Paige. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont utiliser ce bouquin? On va le savoir. Là, ils ont très très envie d'utiliser le bouquin, je crois. Évidemment. Écoutons ça tout de suite. Reaper. Épisode 2. Le grand livre. The sea in the sky with diamonds. The sea in the sky with diamonds. Ah ouais, non mais d'accord, c'est mort. Je m'inscris même pas au prochain concours. Ok, c'est vrai, elle envoie. Mais toi aussi. T'as qu'à utiliser le bouquin, Phil est d'accord. J'ai pas envie, je triche pas. Du coup les mecs, je chante ça pour le concours de samedi? On s'en fout. Ouais, Paige, c'est bien. Ok, sinon je repars sur du bruit. Bon bah moi je vais pisser. Bah merci Rupert, t'as l'air concerné, ça fait plaisir. Non mais t'inquiète, il est jaloux. Mais je suis pas jaloux. Tu chantes vraiment bien. Merci. Hey ma chérie, ça va? Oh, Ethan, qu'est-ce que tu fais là? Et il m'aide à répéter. Ouais. Alors je t'ai parlé du livre magique, mais c'était pas pour que tu viennes squatter chez moi, hein. Non, mais je squatte pas. J'en sais rien moi, Philou. T'as dit, quand on veut, on passe utiliser le bouquin. Tu te rappelles? J'ai dit ça moi, chérie. Ah bah oui, je crois avoir entendu ça aussi. Ah oui, et il y a Rupert aussi, mais il veut juste voir. Hey Phil, salut. Salut, ouais. Alors toi tu viens juste pour regarder? Bah j'y crois pas, alors je veux voir. Ah mais tu sais, ça marche, hein. J'en suis la preuve vivante. Mais oui, Paige a chanté comme une casserole il y a même pas 15 jours. Ouais. Bon, t'exagères, j'avais quand même des bases. Non mais peu importe, ça fonctionne. Comment tu crois que je peux me payer un appart comme ça, en plein centre de Londres, alors que, sérieusement, j'en branle pas une? Ouais, c'est vrai ça. Tiens Rupert, voilà, regarde cette page. Un pacte avec Pavlovski. Regarde. Tous les jeudis, vous trouverez une glace de billets devant votre porte. Pour le rituel, vous devez vous mettre une plume de phénix dans le... Mais ça va, tu vas pas tout lire, voilà. Bref, ça marche. Je veux voir. Ouais, moi aussi. Vas-y, étape. Prends le livre, choisis un truc. Ah putain, les mecs, ça pue ici.
Oh là là. C'était vraiment obligé, une vieille cave dégueu pour ton rituel. Mais attends, comment je pouvais savoir? Voilà, c'est bon, on s'arrête là, il y a assez d'espace. Donc là, ça va aller. Ethan, tu te mets là, tu vois, au milieu, et nous trois, on se met en triangle. Triangle, voilà, autour de toi. À la base, je venais juste pour voir. Bon, ça va, oui, rabat-joie. Mais toi aussi, t'as dû te mettre en triangle dans un endroit pourri pour chanter? Non, moi c'était dans une chambre. Oui, parce que ça n'avait rien à voir. Oh, mais. Taisez-vous. Bon, on y va? Je fais quoi là? Ah, attends, je regarde le bouquin. Celui qui souhaite être invisible pour 24 heures doit se placer au centre et réciter la formule suivante. Vas-y, tu répètes après moi. Einvagnyok à Latatlan et Gina. Oh putain. Megek. Oh la vache, je comprends rien. Non mais Ethan, tu dois le répéter, c'est pas grave. Mais t'as pas besoin de comprendre en plus. Non mais ok, attends Phil, redis-le depuis le début. Bon alors, ok. Envadiok à Latalan. Envadiok à Latalan. Et Ginap. Et Ginap. Pendant ce temps, les autres, vous fermez les yeux. Pendant ce temps, les autres, fermez les yeux. Mais non, répète-toi. Bah quoi? Mais merde, mais t'es chiant, faut tout recommencer là. Juste un truc, Philippe, avant. Tu nous as pas dit comment t'as eu ce bouquin? Ah bon? Je vous ai pas dit. Je l'aurais pas dit, chérie? Non, je crois pas, Philippe. Eh bien, il se transmet de génération en génération. Et l'été dernier, j'étais en vacances en Écosse et un vieux monsieur me l'a donné. Voilà. Tu te fous de notre gueule. C'est quoi la vraie histoire? Bah si, on visitait un château avec ma copine de l'époque. Et à un moment, il y a un vieux, c'était le garde forestier, et il vivait dans une cabane à côté, et il me l'a filé comme ça. Mais il se transmet de génération en génération, t'as dit? Oui, c'était le grand-père de ma copine de l'époque. Et donc, il te l'a donné à toi? Oui, c'est pareil. Mais c'était qui cette fille? De personne, chérie, je suis plus avec, de toute façon. Voilà. Ok, c'est bizarre. J'y crois pas. Mais vous faites chier, moi je suis sympa, hein. Je propose d'utiliser la magie, et vous même me cassez les couilles. Non mais Phil, c'est bon, moi je te crois, allons-y. Alors je dis quoi? Vadiok, Eddie, Tartalan? Ok, merci Ethan, au moins il y en a un qui s'intéresse. Pardon Phil, alors on se met en triangle. Ah non, c'est bon, on se casse là, on va faire ça ailleurs, là, dans un parc pas loin là que je connais. C'est tranquille, ça va être impeccable. Mais pourquoi on est dans une cave qui pue alors? Eh ben c'était pour vous tester. Et ben là c'est complètement raté, hein. Donc voilà, c'est bon, on est bon, tout le monde est bon. Vous fermez les yeux et vous pensez très fort à Ethan. Et voilà, et surtout vous taisez. Ethan, tu répètes. Envadiok à Latalan. Envadiok à Latalan. Eji Nap. Eji Nap. Megiek Erte. Megiek Erte. Voilà. Là on ouvre les yeux normalement. Incroyable. Oh putain. Bah quoi, ça a marché? Ethan, t'es là? C'est dingue. On te voit plus. Oui, mais on peut l'entendre. Sérieusement, mais moi je me vois. Mais oui, je peux te toucher. Et alors, je vous l'avais dit ou pas? Ça marche. Ethan, tu te sens bien? Bah ouais, ça va nickel. Mais comment? Alors en fait, d'après le texte, le pacte avec Akam propulse son utilisateur sur un autre plan astral, collé au nôtre. C'est génial. Ethan, il est présent, mais il est invisible pour nous parce qu'il est dans un autre plan. Voilà. Et nous, on est sur un autre plan que lui. Et par contre, les gars, c'est qui là-bas? Qui? Où là-bas? On te voit pas, idiot. Là, derrière Paige. Hein? La petite fille blonde avec un couteau de boucher. Mais y a personne. Elle me regarde bizarrement, je vous promets. Ah bah ça doit être la contrepartie. Mais quelle contrepartie? Ah bah oui, faire un pacte avec une entité magique, c'est pas un cadeau, hein, ça demande toujours une contrepartie. Elle marche vers moi, putain! Non mais je vous ai pas parlé de la contrepartie? C'est sérieux, chérie, je l'aurais pas dit. Mais qu'est-ce que les contreparties? Philippe aurait-il un sérieux problème de mémoire? Cette petite fille blonde qui vit sur un plan astral démoniaque veut-elle faire du mal à Ethan? Vous le saurez en écoutant le prochain épisode de Ripper. Putain, mais c'était hyper drôle cette série. Tellement bien maîtrisé. C'est la meilleure série de je trouve les acteurs sont bons. Les acteurs sont très bons. Ils sont brillantissimes. Celui qui fait Jai, ça y est, génial. Ouais, c'est un petit jeune à suivre, je pense. Un petit blond là, formidable. Pas mal du tout. Est-ce que... Ah, il faut suivre cette affaire, il faut absolument continuer. Prochain épisode, la prochaine fois, bien sûr. Comme promis, on s'est lancé le défi d'en faire un à chaque fois. Donc à chaque numéro de ce podcast, Pourquoi Buffy c'est génial, vous aurez le droit à un nouvel épisode de la série Reaper, si tout se passe bien. On va passer au système Buffy, tu as aimé ça? Ou peut-être à la rubrique spéciale de Clément. Alors tout à fait, mais c'est pas une rubrique, c'est la rubrique, on va l'appeler la rubrique de Clément.
Ah, jingle. Alors, on verra. Jingle. Hi, I'm Clement. We met once before. Yes. Yes, we did. Alors les gars, cette semaine j'arrive avec une sorte de sketch audio, quoi, une rubrique, une rubrique à tomber par terre, quoi. Vous allez vous liquifier de rire, je vous jure. Alors écoutez bien. Okay. Alors, je vous jure, c'est tellement drôle. Écoutez bien. Alors voilà. Ah non, attendez, je peux pas commencer parce qu'il y a 3 mecs qui arrivent, 3 mecs un peu bizarres qui flottent et qui sourient. Ah, bonsoir monsieur. Bonsoir messieurs. Bon, tant pis, moi je vous la fais quand même. Alors, c'est l'histoire d'un mec. Ah ça y est, ma voix est revenue. Et là le mec lui répond: c'est normal madame, c'est parce que je suis dentiste. Ouais, voilà, c'était ma rubrique. Putain, la vache. Bah bravo Clément. Merci, mais la prochaine sera plus drôle. Tu préparais ça depuis... C'est pour ça que t'étais parti la dernière fois, tu écrivais. T'étais en train d'écrire. J'ai mis 11 mois à écrire cette blague. C'était très long, mais je suis pas déçu. Confinement productif en tout cas, ça c'est... À fond les ballons. Tout de suite, faut qu'on se remette dans nos émotions, ça va être compliqué. Tout de suite, si t'aimes Buffy, tu vas aimer ça. You're English, right? Yeah. I've seen every episode of Doctor Who. For God's sakes, Andrew, you've been in here for 30 minutes. What are you doing? Entertaining and educating. Well, why can't you just masturbate like the rest of us? Si t'aimes Buffy, tu vas aimer ça. Je voulais vous parler des œuvres, de plusieurs œuvres qui utilisent la musique de la danse macabre qu'on a entendue dans cet épisode de Buffy. Dans Evil Dead 2. Et dans Evil Dead 2, donc de Camille Saint-Saëns, j'ai deux trois œuvres à énumérer. Une assez rigolote, ça s'appelle Jonathan Creek. C'est un show, une série anglaise dans laquelle joue Anthony Stewart. Évidemment. Il joue dans toutes les séries anglaises, je crois. Et la danse macabre, c'est le générique d'ouverture de la série. Donc c'est une série de 97 qu'il faisait juste avant de faire Buffy. Il a joué dans le tout premier épisode. Et il joue quoi ? Il joue un magicien. Ah. Comme dans Merlin, il joue dans Merlin aussi. Il joue dans Merlin aussi. Il joue un magicien. Et donc dans cette série Jonathan Creek, donc dans le premier épisode, une série anglaise, bon c'est un peu fauché, hein, mais marrante. Donc Tony joue Adam Close, un magicien super connu, super riche et super con, qui exploite le petit Jonathan, justement, son stagiaire en magie. Et c'est lui qui fabrique les tours de magie pour la star Adam Close. D'accord. Donc rien que pour voir Rupert. C'est une comédie. Non, c'est des enquêtes. Ah oui, j'ai pas dit. C'est des enquêtes fantastiques. Des enquêtes. Non, alors c'est des enquêtes. C'est de crimes. Enfin, il y a un mort au début. Il faut trouver le tueur. Et justement, la police fait appel à un magicien. Bah voilà, le fameux Jonathan enquête avec il a une équipière policière avec qui et il dit ah ouais mais là avec une trappe. Enfin, il utilise ses tours ses connaissances en magie pour comprendre comment le tueur a pu faire ce crime. Casse-gueule quand même. Eh ben, il y a eu plein de saisons, hein. Ça a commencé en 97 et c'est le dernier. Il y a eu des épisodes encore très récemment. Ah oui. Ouais, tout à fait. Mais Anthony Head, on le voit que dans le premier où il porte un pantalon de cuir de toute beauté. La danse macabre, vous pouvez aussi la voir dans le film La règle du jeu de Jean Renoir, très bien utilisé. Alors là, c'est plutôt une danse de dupe, c'est pendant une pièce de théâtre assez marrante. Et voilà, et je voulais en venir à un gros morceau, le film Rebelle, un film de 2019, un film français, un western contemporain français du Nord-Pas-de-Calais. C'est comme ça que je le définis. Donc Rebelle avec un S. C'est un film très cool avec Cécile de France, Audrey Lamy et Yolande Moreau. Donc les deux raisons qui font que j'en parle dans ce podcast, c'est que donc l'utilisation excellente de la danse macabre, comme dans l'épisode qu'on a commenté ce soir. Et je vous en dis pas plus parce que c'est utilisé à un moment assez sympathique. Je vous laisse le découvrir. Et surtout, c'est un film complètement héritier de Buffy et de son empouvoirment. Les nanas, ils sont badass, drôles, malines. Elles bottent les culs du patriarcat à coups de pelle, à coups de poil, à coups de pied de biche. D'accord. Il y a aussi des pistolets, des fusils. Bah oui, je vous ai dit, c'est un western. Alors, mais western moderne. C'est un western qui se passe à Boulogne-sur-Mer en 2019 quand même. D'accord. Mais western quand même. Il y a des voyous, il y a des flics ripoux, il y a de l'argent sale, il y a des zones de non-droit, des envies de grands espaces et de liberté.
Et au milieu de tout ça, donc c'est 3 nanas, interprétées par Cécile de France, Audrey Lamy et Yolande Moreau. Elles sont toutes les 3 très différentes, mais elles ont en commun d'en avoir marre de se faire marcher dessus par des cons. Alors, quand elles ont l'occasion, elles décident de changer les règles et de se venger et d'obtenir leur liberté. Mais ça va pas sans quelques accroches, quoi. Il faut casser des gueules, quoi, du coup. C'est un gros film d'action, c'est une comédie d'action, très clairement. Ça saigne un peu, c'est stylé de mon souvenir. Alors le style, moi je trouve que c'était c'est fait pas beaucoup d'argent, je pense. Donc c'est pas foufou visuellement, mais il y a beaucoup d'ambition. Il y a de grosses ambitions. Il y a un gros casting. C'est pas le film de l'année, mais rien que il fait effectivement très très plaisir. Et effectivement, c'est vrai que c'est devenu beaucoup plus tendance de voir des films avec des personnages féminins forts, mais ça suffit pas à en faire des bons films. Et là, celui-là, il réussit à être bon et en mettant en scène ces 3 nanas excellentes. Donc je vais citer le réalisateur quand même. Il s'appelle Alan Mauduit et son scénariste c'est Jérémy Guez. Jérémy Guez, c'est un type à suivre, je pense, parce qu'il avait signé le scénario de l'excellent La Nuit a dévoré le monde. Il réalise aussi. Et il a son nouveau film, la Sons of Philadelphia, qui devrait sortir très prochainement. Enfin, un garçon à suivre. Enfin, moi je le suivrai en tout cas. Donc voilà, Rebelle de 2019, très sympathique. Vous allez passer un excellent moment avec des nanas qui défoncent. Riley, Clément, est-ce que vous aviez des Si t'aimes Buffy, tu vas aimer ça? Tout à fait. Eh bien moi j'ai vu un film où ça ne parle pas, c'est silencieux, et en plus il y a de l'empowerment féminin, comme tu dis, l'empouvoirment comme tu as si bien dit. Ça s'appelle Hush, comme par hasard en anglais. Pas un bruit en VF, c'est un film de Mike Flanagan qui est sorti en 2016. Mike Flanagan, si peut-être vous le connaissez maintenant, c'est lui qui a fait la série The Haunting on Hill House. Et c'est un film qu'il a fait juste avant avec une des comédiennes d'ailleurs de la série qui s'appelle Kate Sagal. Et donc c'est l'histoire d'une auteure de romans sourde qui est chez elle, tu comprends qu'elle a quitté son mec. Kate Sagal de Marier 2 enfants? Non, c'est une homonyme, mais c'est pas elle. Ça aurait été drôle d'ailleurs. Elle joue dans Lost aussi, bref. Et donc c'est une écrivaine sourde qui va être attaquée chez elle par c'est un slasher en fait. Elle est prise à partie par un mec qui essaie de la buter en gros. Et comme elle n'entend pas, elle n'entend rien, il y a toute la mise en scène joue là-dessus, un peu comme dans l'épisode de Joss finalement. C'est tout ce qui est facile d'habitude devient compliqué forcément quand tu es poursuivi par un tueur psychopathe. Et donc il faut être silencieux, enfin bref, elle essaye de le guetter à la maison. Il y a vraiment des super idées de mise en scène. D'ailleurs c'est comme dans Haunting on Hill House, c'est très très bien fait. Ce mec est vraiment très très fort. Il sait placer sa caméra et faire ressentir les émotions qu'il faut. C'est vraiment très très bien pensé. Et elle va évidemment, tel Buffy et tel tous ces films d'empowerment, se rebeller contre plutôt qu'être la victime, devenir le bourreau. Et la situation va s'inverser. Je vous en dis pas plus, mais c'est vraiment très 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 bien fait. Une très bonne série bien, parce que dans une maison, moi j'adore les petits budgets comme ça. Voilà, il y a 4 acteurs, ça déboîte. Merci Riley. Le tueur est blanc, hétérosexuel et pervers narcissique, évidemment. C'est le patriarcat. Bah oui, même si c'est un tout petit gringalet justement, il joue un peu là-dessus, mais il est terriblement terrifiant et il mérite de se faire casser la gueule. Il mérite de le bien chercher. Clément, vous aviez un Si t'aimes Buffy? Oui, enfin je dirais même un Si t'aimes Hush, tu vas aimer ça. Pour rester dans la thématique, enfin je vais vous parler d'un film assez connu qui a fait beaucoup de bruit en 2018 qui s'appelle Sans un bruit, réalisé par notre ami, alors attends, je retrouve son nom, j'avais du mal à le dire, John Krasinski, merci, qu'on a vu dans The Office. Alors pour ceux qui l'ont pas vu, voilà, peut-être resituer vite fait. Alors ça se passe dans un monde, on va dire, post-apocalyptique où la Terre est envahie par des monstres qui sont méga sensibles au bruit et donc et qui ont décimé une partie de la population, et que du coup pour leur échapper il faut vivre littéralement sans un bruit. Voilà, si vous faites tomber une cuillère par terre, ils débarquent, ils sont extrêmement rapides, des espèces de bras, c'est des hachoirs quoi, et ils vous trucident. Donc on suit une famille moyenne américaine qui doit survivre et agencer leur vie tout autour de cette règle unique qui est de pas faire un seul bruit. Donc ils doivent marcher sur du sable sans chaussures, enfin bon, c'est bien foutu. Et comment dire, ça dépasse le pitch, c'est-à-dire que c'est traité tout le long du film, le film dure 1h30, sans fausse note, c'est-à-dire que le concept ne s'auto-détruit pas, comme ça peut arriver, comme par exemple le film où, vous savez, c'est tiré d'un court-métrage où dès que la nana éteint la lumière, on voit le monstre en ombre. Lights Out. Voilà.
Lightson. Je crois. Et ben voilà, donc ce film, en fait, au bout d'une heure, le concept ne marche plus, alors que là, il tient son concept tellement bien que du coup, il y a un 2 que j'ai pas vu. Bref, je vous recommande de voir ce film, somme toute très efficace. C'est pas le film du siècle non plus, mais c'est très bien. Il y a des moments sympas où justement il y a une scène d'accouchement en silence. Comment tu accouches en silence, c'est plutôt impressionnant. Et il y a des détails du quotidien aussi, genre quand tu te plantes un clou dans le pied, dans les escaliers, il faut tenir, ne pas crier, sinon tu sais que tu vas crever. Tout ça joue sur la tension. Il y a des moments sympas, ouais. C'est bien foutu, c'est bien mis en scène, c'est très bien écrit, donc bravo John, un gros bisou. Bah super, c'était plein de super. Si t'as Buffy, tu as aimé ça. Ça va être la fin de ce podcast. On s'excuse auprès du chat qui a disparu parce que le live a été coupé. Voilà, on a fini en off. Pour des raisons techniques que je n'ai pas encore compris. Donc je vais essayer de mener l'enquête. Puis je vais dire à Free de me rembourser mon internet. Hein. T'as pas le choix. Ou de me donner une Freebox qui fonctionne. Je ne sais pas. En tout cas, c'était bien chouette de vous retrouver. Merci à tous. Il y avait du monde et tout, c'était chouette. Merci à tous et à toutes. On va essayer d'enchaîner le plus rapidement possible un prochain épisode. Et alors voilà, vu les histoires de couvre-feu, de machin, de trucs, on verra si on fera ça le matin, l'après-midi, le soir. Ou peut-être encore autre chose, dans un univers alternatif, je ne sais pas, tout est possible, de toute façon, rien n'empêchera Pourquoi Buffy c'est génial de continuer. Exactement, même si on fait pas souvent des podcasts, on continue. C'est l'essentiel. Toujours. Pensez à nous mettre des étoiles, des commentaires, n'hésitez pas à venir discuter avec nous sur le Discord, sur le site, sur les Facebook, sur les Twitter, sur tout ça. On adore communiquer avec vous, recevoir vos petits mails, vos messages, n'hésitez pas, ça nous fait super plaisir. Et surtout de nous dire ce que vous pensez de ce qu'on fait, et si on peut améliorer des choses, changer des choses, on est ouvert à toutes les propositions. On vous fait des gros bisous à tous. Gros bisous. Merci gros bisous. Messieurs, c'était super. Merci à podcast du samedi matin. Un bon week-end. Et on vous dit à très vite. À la prochaine. Ciao. Tchuss.